moi, je vais inviter mes co-intervenants, s'il vous plaît, venez avec moi. Pas de raison que je sois toute seule sur cette scène, au contraire. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette conférence inaugurale. Donc ensemble, aujourd'hui, comme vous l'a dit Jérôme, on va vous dévoiler, et j'insiste en avant-première, c'est en exclusivité, les résultats du baromètre chargeur 2026 qui a été réalisé donc en partenariat avec l'AUTF et le cabinet de conseil Euroconsulting. Pour décrypter tout ça, analyser tout cela, j'ai 3 acteurs du secteur avec moi et je vais vous laisser vous présenter, à commencer par vous, Valérie. Bonjour à tous, merci Lorraine. Valérie Cornet, donc moi je suis déléguée au transport terrestre à l'AUTF depuis 6 ans maintenant. Donc transport terrestre, ça veut dire que je m'occupe de transport routier, de transport ferroviaire, de transport fluvial et de tout le combiné qui va avec. Voilà. Bonjour, Marc Lachaise, société Velux. Donc, Velux est une société danoise fondée en 1941 qui est un des leaders mondiaux de l'amélioration du confort intérieur grâce à la lumière naturelle et à l'air frais. Bonjour, Denis Moncuy, directeur des transports de l'entreprise Pomona, grossiste en alimentaire pour la restauration hors domicile, créée en 1912, donc entreprise française. Et je suis membre également de la UTF depuis de nombreuses années et je préside la commission compte propre. Alors, avant de rentrer dans le détail vraiment des résultats du baromètre, Valérie, moi j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur la façon dont il est réalisé, conduit, et expliquer aussi peut-être l'importance qu'il revêt pour tous les membres de la UTF. Oui, alors ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ces baromètres, donc on interroge les chargeurs en fait sur leur perception du marché, aussi bien en termes de conjoncture, d'enjeux, de perspectives de développement, les critères de sélection des prestataires. Donc on le fait sur tous les modes de transport. Ici, on vous présente les résultats qui concernent le transport routier. Et avec un focus spécifique cette année sur les conditions du report modal vers les modes ferroviaires ou fluviales. Alors à quoi ça sert ? Pour les chargeurs eux-mêmes, ça sert à se benchmarker, à voir un petit peu les tendances. Puis pour tout l'écosystème, évidemment, c'est un outil de référence puisque c'est une façon de donner un peu le pouls des chargeurs, de porter leur voix. Donc l'écosystème, c'est les transporteurs, bien sûr, mais aussi les pouvoirs publics, les fédérations. Voilà, peut-être un point spécifique. Cette année, l'enquête, on l'a menée en décembre 2025 et janvier 2026. Donc vous comprendrez tous que c'était avant le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Donc il y a un certain nombre de réponses qu'il faut interpréter en ce sens. Je vous laisse démarrer. Alors, juste un petit mot rapide sur le panel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est représentatif, puisque assez varié, avec des entreprises aussi bien de tailles diverses, des grandes, des ETI, des PME, quelques-unes, des secteurs d'activité variés aussi, avec une forte représentation toutefois cette année du secteur de la chimie, pour près de 20% des répondants. Mais on a aussi de produits de grande consommation, industrie agroalimentaire, agricole, tout le secteur de la construction, du BTP, qui sont les principaux secteurs, et puis ensuite avec différents autres secteurs représentés. Les flux de ces répondants-là sont principalement nationaux, pour 3/4 d'entre eux, mais on a aussi un répondant sur 2 qui indique travailler à l'export et 1 sur 3 à l'import. Donc c'est assez homogène et avec des budgets transport variés. Voilà. Alors, je vais enchaîner directement sur les volumes. Alors, sans surprise, donc on posait la question sur 2025 d'évolution des volumes constatés par les chargeurs. À 80%, en gros, ils indiquaient une stabilité avec une faible régression ou faible progression. Et leur projection pour 2026 était à peu près identique, légèrement plus optimiste. Donc on n'attendait pas de reprise franche. Mais voilà, à 96%, ils indiquaient une stabilité, voire une légère hausse, donc un petit espoir. Et puis, la crise est arrivée. Voilà, donc en fait, là, ça apparaît majoritairement stable, on le voit, mais vous l'avez dit en préambule, c'était avant la crise. Donc là, je pense que c'est quand même peut-être important, Denis, Marc, que vous nous donniez vos ressentis et que vous nous disiez où on en est un peu aujourd'hui, finalement, dans un contexte actuel. Alors oui, effectivement, tout à fait. Valérie l'a dit, on aurait fait cette conférence en début d'année, nos propos auraient été légèrement différents.
Cependant, on avait déjà constaté à l'automne 2025 un tassement des volumes. Et bon, l'année 2025 était déjà un petit peu en réduction de volume transporté. Voilà, tous nos transporteurs nous parlaient des différents volumes qui étaient en baisse. Concernant l'alimentaire qui me concerne, bon, les ménages, voilà, tous nous mangeons 3 fois par jour, hein, à minima. Donc nos volumes sont flat en alimentaire. Néanmoins, on a un tassement avec nos clients de la GMS. Donc je dirais flat, baissier, et encore, ça dépend des filières, si on est en épicerie, en produits secs, ou en température dirigée, en produits frais, ou en surgelé. Donc en tout cas, notre activité corrèle effectivement le constat. On est 2026 avec une année plus prudente en termes de volume. Et la période actuelle, de mai à septembre, va être le juge de paix qui va définir l'atterrissage 2026. Alors chez Velux, les volumes sont à l'identique à peu près de 2025, malgré une météo début d'année qui n'était pas fantastique et on est très météo sensible. Par contre, c'est vrai que l'ensemble de nos prestataires transport nous remontent une baisse de leur activité sur ce début d'année. Je vous laisse poursuivre, Valérie. Alors, traditionnellement, on pose la question aux entreprises si elles ont eu de la difficulté à trouver des capacités de transport pour effectuer leur flux. Alors, en 2024-2025, par rapport à des années précédentes qui étaient extrêmement surcapacitaires, on commençait à avoir poindre un peu plus de tension, donc avec 30 à 40% des entreprises, en particulier en national, qui indiquaient avoir rencontré des difficultés. Là, je parle en général cargo, hein, on interrogeait sur différents segments d'activité. Et voilà, sur la projection 2026, toujours avant la crise, on anticipait encore un petit peu plus de tension, donc toujours un marché surcapacitaire, mais quand même 40-45% de difficultés anticipées en national. À l'international, c'était à peu près flat, autour de 30% de difficultés. Donc voilà, on voit que le marché se tend dans un contexte où les volumes sont stables, donc clairement, il y a sans doute une contraction de l'offre. Je vous laisse peut-être enchaîner ouais, sur le petit focus sur la température dirigée. Sur la température dirigée, puisqu'on a un peu Mona. Alors traditionnellement, les tensions sont plus marquées sur ce segment que sur le reste du transport. Donc là, pour 2026, hein, les acteurs anticipaient même une légère sous-capacité avec 53-55% de difficultés. Alors, Marc, je vais vous interroger sur le général et puis Denis, vous reviendrez sans doute sur la seconde partie. Donc, en termes de capacité, et toujours au vu du contexte actuel, hein, on va revenir beaucoup là-dessus, quelles sont les perspectives pour cette année, l'année suivante, et puis comment est-ce que vous les expliquez ? Alors, pour cette année, on a des tensions capacitaires, particulièrement sur notre transport effectué avec des commissionnaires qui ont des difficultés à trouver des sous-traitants. On a aussi une baisse des capacités sur le rail-route qu'on ressent, et idem pour la messagerie, où on a des réseaux très chargés et des problèmes qualitatifs. Alors, pour Mona, c'est 70, même 80% de température dirigée. Donc le marché de la température dirigée n'est pas du tout, est beaucoup plus concentré, hein, que le général cargo. On avait déjà, donc du coup on n'était pas dans une surcapacité, on ne peut pas parler de surcapacité sur les années précédentes. Et on avait déjà sur 2024-2025 connu quelques défaillances d'entreprises. D'ores et déjà, l'été 2025 avait été compliqué en termes de capacité, étant sur un marché relativement saisonnier, donc avec une période estivale assez compliquée en termes de volume. 2026 ne va pas faire exception. Avec la crise, notamment sur le carburant, on fait face à un marché beaucoup plus tendu et avec une sous-traitance pour les commissionnaires qui est beaucoup plus compliquée à trouver. Et là, on est rentré dans la période un petit peu tendue. Donc, on est relativement inquiet
ou du moins vigilants sur la période estivale. On estime que juillet, août, septembre, voilà, va être peut-être plus compliqué que 2025. Là, on arrive au coût. Alors, on va parler prix, pas coût. Prix, pardon. Donc sur 2025, on a demandé aux entreprises d'indiquer les évolutions moyennes de coûts qu'elles avaient constatées. Hors indexation carburant, donc on est à plus 1,95. Et vous voyez sur le graphique, on a pas mal de dispersion. Alors en abscisse, on a l'évolution moyenne des prix en pourcentage. Et puis en ordonnée, la proportion de répondants qui a indiqué ce pourcentage de variation. Donc vous voyez qu'on a un grand pic une vingtaine de pourcents de répondants qui ont indiqué des prix stables. Et puis la majorité qui se situe entre 0 ou plus et 5%. Voilà, avec une grande dispersion, des grosses renégociations à la baisse, changement de plan de transport sans doute, et puis des grosses évolutions à la hausse. À titre de comparaison, en 2022-2023, on était plutôt à 3,5, 4,5 de moyenne. Ça avait un peu baissé en 2024. L'augmentation avait diminué. Et là, voilà, donc on est revenu sur un petit 2%. Alors là, pareil, je me tourne vers vous, Marc, Denis. Comment est-ce que vous absorbez ces coûts dans vos modèles, et puis quels impacts peuvent avoir cette hausse du coût de l'énergie? Alors, les coûts de transport hors énergie ont légèrement augmenté. On est à peu près dans ce cas sorti le baromètre. Par contre, évidemment, les coûts liés à l'énergie ont explosé avec un coût de l'énergie qui a fortement augmenté. Alors nous, on accompagne nos prestataires dans le respect du cadre de l'indexation carburant déjà, ce qui est normal. Ensuite, on optimise nos plans de transport et on va essayer de changer l'organisation pour avoir des meilleurs coûts. On change les conditions de livraison aussi. On a mis en place des jours fixes chez nos clients pour massifier et permettre aussi de maintenir nos coûts pour travailler vraiment en partenariat avec nos transporteurs pour essayer de minimiser, d'optimiser toutes ces augmentations coût énergie. Alors, sur le marché de la température dirigée, et d'autant plus en produits alimentaires, donc nous transportons des produits à faible valeur ajoutée, de manière générale, surtout en primeur et en produits surgelés. Donc on est très sensible à l'évolution des coûts de transport. Donc effectivement, le marché de la température dirigée a toujours été sur des prix, d'évolution de prix en évolution. On n'est pas sur une stabilité des prix, mais sur une évolution modérée sur 2025 et 2026 pour accompagner les entreprises de transport qui, quand même, ont des évolutions de coûts de revient, notamment sur le matériel, la maintenance, avec une difficulté pour nous à répercuter ces coûts vers nos clients en aval, sur un marché qui est relativement concurrentiel, et avec des clients qui sont des zappeurs en définitive, sachant que notre activité de grossiste à service complet, on a donc nous-mêmes des flottes en propre. On a 2800 véhicules avec chauffeurs. Et n'étant pas transporteur, on n'a pas de pied de facture carburant nous-mêmes. Donc on a une inertie à pouvoir répercuter cette hausse de coût. Donc on fait le tampon en définitive. Et donc, et néanmoins, on doit pouvoir compter sur les entreprises de transport pour nous acheminer nos produits et nous livrer et nous approvisionner. Ça, c'est une première chose. Ensuite, là, effectivement, depuis peu de temps, on fait face à une crise sur le carburant, avec un impact très clair sur les pieds de facture carburant, où là, il n'y a pas de débat. Bon, on est sur une répercussion avec des systèmes d'indexation carburant qui vont même au-delà. Voilà, on est dans l'accompagnement également. Alors, on accompagne au cas par cas les entreprises qui sont plus ou moins en difficulté, parce qu'on travaille avec tout type d'entreprises de transport, des groupes, des PME, des TPE. Et effectivement, il faut faire la part des choses. On ne peut pas avoir la même attitude, les mêmes niveaux d'échange avec des TPE qu'avec des grosses PME. Et donc, on trouve des aménagements possibles qui vont
l'aménagement sur l'anticipation de mois forts, comme on a pu connaître sur le mois de mars, jusqu'à des délais de règlement raccourcis, voilà, et des aménagements sur des périodes, le temps que la crise durera. Merci Denis. On va parler maintenant qualité de service, Valérie. Oui, pour finir sur la partie conjoncture, effectivement, alors depuis 2 ans, on approfondit particulièrement les sujets autour de la qualité de service avec, dans le cadre du partenariat avec l'université Gustave Eiffel, qui pilote pour le ministère des Transports l'Observatoire de la logistique. Donc on a détaillé les questions depuis 2 ans pour vraiment regarder de quoi est constituée la qualité de service du point de vue du chargeur. Donc on les interrogeait sur plusieurs items, la relation client, les respects des délais, la réactivité. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste. Et vous voyez jusqu'à la capacité d'innovation et la traçabilité. Ce qu'on constate globalement, c'est que les notes sont quand même assez bonnes, plutôt au-dessus de la moyenne. Donc, en fait, les répondants devaient se prononcer sur de très peu satisfaisant à extrêmement satisfaisant. On en a tiré une note moyenne. Donc, on voit que la note est plutôt bonne en qualité de service global à presque 3,9 sur 6. C'est au-dessus de la moyenne. C'est pas non plus exceptionnel. Donc, ça traduit quand même des très fortes attentes des chargeurs sur la qualité de service, qui est des attentes qui sont poussées par les attentes de leurs propres clients. La qualité de service, c'est vraiment un point fondamental. Et puis, en fait, on salue la réactivité du transport routier, les classiques, la relation client, réactivité, le respect des délais. Les questions de compétitivité ou d'aléas sont un petit peu plus litigieuses, mais bon, c'est logique, là, on est plus sur du cas par cas. Et vraiment, les points qui sont moins satisfaisants pour les chargeurs, c'est quand on parle d'innovation. Donc, innovation, c'est au sens large. Ça peut être la décarbonation, des innovations matérielles, des nouveaux schémas, ou le digital, bien sûr. Et encore moins bien noté, la traçabilité. Dans les réponses, on avait à peu près 40% qui jugeaient que c'était insuffisant, voire très insuffisant, et seulement 20% qui indiquaient que c'était bon ou très bon. Donc, bon, je suis désolée, du coup, je vais plutôt m'intéresser à ce qui ne va pas sur ce sujet de la qualité de service, et donc peut-être plus sur le volet innovation, traçabilité. Vous, comment est-ce que vous pouvez accompagner les transporteurs avec qui vous travaillez sur ce sujet-là, et qu'est-ce que vous pensez aussi de ces résultats plus globalement sur la qualité de service globale? Est-ce que vous vous retrouvez dedans? Et puis peut-être faire un petit focus sur le sujet traçabilité. Alors, la priorité, nous, c'est vraiment la qualité de la livraison, surtout en ce moment, et du service apporté à nos clients. Donc la traçabilité, elle est très difficile à mettre en place pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on utilise SAP, et puis ensuite parce qu'on a des difficultés à avoir un système unique avec tous nos transporteurs. Chacun a sa plateforme, chacun a sa proposition, et combiner au final tout ça pour notre service client, c'est assez compliqué. Et vraiment, là, encore une fois, on se retrouve à peu près dans l'analyse. Et la priorité, c'est vraiment le service avant tout chez Velux. Alors, dans le domaine de la ligne de transport en alimentaire, que ce soit en sec, en frais ou en sec, en température dirigée, la qualité de service est bien entendu primordiale. Mais comme je le disais auparavant, effectivement, on est très sensible au coût également. Alors, concernant la qualité de service, on observe depuis 2 ans, déjà de la précédente enquête, une contraction de la qualité de service, mais néanmoins c'est très hétérogène. On a une vision très variable entre tout ce qui est ultra frais, mais le transport de primeurs, où on a des acteurs qui font des merveilles, mais bon, cas de grosses activités, de pics d'activité, parce que déjà on a des produits extrêmement sensibles. Quand une palette de fraises ou de tomates en pleine saison n'est pas livrée, voilà, c'est très très embêtant. Donc la qualité de service n'est pas vue, n'est pas perçue de la même manière en fonction des secteurs d'activité du transport et des opérateurs. Entre une boîte de conserve, transporter une boîte de conserve ou une palette de fraises, c'est pas du tout les mêmes impératifs, et on n'a pas du tout la même qualité de service, la même réactivité en face de nous. Et c'est inhérent à l'ADN de chaque filière transporteur. Par rapport à ça, en termes d'innovation et justement de traçabilité, alors pareil, très variable. Alors chez les grossistes, on n'est pas les mieux placés
pour avoir des exigences particulières, parce qu'on est beaucoup dans le flux tendu. Et souvent, tracer un produit n'a pas gros enjeux, parce que le produit est déjà livré avant que l'on ait l'information de l'acheminement. Voilà, donc moi je pense que néanmoins, la digitalisation et l'innovation va être portée aussi par l'évolution législative. Dans la mesure où en septembre, on a déjà un premier événement qui va arriver, c'est la digitalisation, la dématérialisation de la facturation. Et ça, je pense que ça va être un accélérateur de la digitalisation et de la relation dématérialisée entre les chargeurs et les transporteurs. Et cette dématérialisation de la facture va permettre de porter un certain nombre d'informations qui va être peut-être utilisables dans d'autres domaines, peut-être même dans le cadre du suivi des émissions carbone, par exemple. Valérie, je vous laisse poursuivre sur le sourcing. Oui, alors ensuite, on avait donc un grand chapitre sur le sourcing, comment les chargeurs choisissent leurs prestataires. On les a d'abord interrogés sur un peu le profil de ces prestataires. C'est une nouvelle question cette année, et donc, alors ils pouvaient répondre ils pouvaient cocher plusieurs réponses, mais donc en gros, ce qu'on voit, c'est que à 80%, les entreprises disent travailler avec des grands groupes de transport, et autant avec des PME, des TPE. Et on voit que les commissionnaires ou les entreprises plutôt de taille intermédiaire font un complément pour une petite moitié des répondants. Alors quand on regarde un peu dans le détail des réponses, on voit en fait que majoritairement les grands chargeurs travaillent avec des grands transporteurs et les petits avec des petits transporteurs, un peu dans une logique de proximité et de rechercher un équilibre dans la relation. On avait également des questions autour de la nationalité des transporteurs. Et là, très majoritairement, ce qui ressort, c'est que les chargeurs français travaillent principalement avec des transporteurs français. Si je vous donne les chiffres, on avait presque 70% des répondants qui ont indiqué, lorsqu'ils travaillent en direct avec les transporteurs, confier moins de 10% d'activité à des transporteurs étrangers, donc à des transporteurs non résidents. Et à 80%, ils disaient ne pas recourir au cabotage. Donc on voit que le travail avec des transports étrangers, c'est plutôt une affaire de commissionnaire ou de sous-traitance, sans doute, aujourd'hui. Et alors peut-être pour enchaîner directement sur les critères de sélection des prestataires de transport. Alors là encore, on a rarement des surprises. Le triptyque qualité de service, tarif et engagement capacitaire est toujours dans le trio de tête. Donc cette année, c'était la qualité de service qui était légèrement devant les tarifs. Encore une fois, avant la crise. Et puis derrière, on a un certain nombre de critères qui montent au fil des années. On voit que les chargeurs recherchent de plus en plus des solutions élaborées, complexes. Donc avec en numéro 4, l'étendue et la pertinence de l'offre de service proposée. Donc c'est sans doute porté par des marchés qui changent, des attentes clients qui changent, tous les enjeux de décarbonation aussi. On voit en critères, je vais sauter directement au 6, l'offre décarbonée et la politique RSE. Donc ça peut paraître relativement bas. On sait qu'avec la situation économique depuis quelques années, et c'est un critère qui restait présent chez les chargeurs, mais qui était un petit peu moins sur le vent de la scène. J'ai sauté la politique de sûreté, sécurité, hygiène. On a probablement un biais cette année, je le disais, on a beaucoup de répondants de la chimie. Habituellement, c'est un critère qui est relativement bas, qui est un peu dans les prérequis. Là, on a sans doute un effet panel qui joue. Et puis dans les critères les moins utilisés, on voit encore les services digitaux et la politique d'innovation. Donc, ce qui veut simplement dire, pas que c'est pas important pour les chargeurs, puisqu'on a vu qu'ils n'étaient pas complètement satisfaits des attentes, mais sans doute plutôt que c'est un peu un prérequis, un mal nécessaire, j'ai envie de dire, pour travailler dans le monde actuel. Alors, est-ce que vous partagez un peu ces critères de sélection? Là, on le voit, donc je vais répéter, et puis on l'a tous dit, donc le coût, l'offre de service, c'est là. La décarbo, la RSE, est-ce que vous êtes étonné de le voir en 6e place? Et puis, est-ce que tout n'est pas aussi lié? Enfin voilà, quelle analyse vous faites de ça? Et puis, vous, quels sont vos critères? Allez, je me lance. Non, je ne suis pas trop étonné. Effectivement,
le contexte économique, hein, le dynamisme de notre économie n'étant pas au rendez-vous, et ça date pas d'il y a 3 mois, les critères RSE ne sont pas les premiers critères de sélection. Alors, je parle de mon domaine, hein, de l'alimentaire. Et vous voyez, le commerce de gros représente moins de 10% du panel des répondants. Donc on n'est pas dans la chimie ou autre. Tous les chargeurs dans mon environnement cherchent effectivement le bon rapport qualité-prix et capacitaire. Et dans cette mesure, la réduction des coûts, et on recherche à apporter des solutions de massification aux transporteurs, de la visibilité, de chercher des synergies, mais à titre, dans notre secteur, on n'a pas donné des objectifs impératifs de RSE. On est plutôt dans du transport classique, avec plutôt des partenariats, notamment depuis 2 ans, qui se sont allongés, et la recherche de gains partagés. Je crois que tu t'occupes de ça sur le compte propre aussi, beaucoup, la décarbonation. Absolument. Alors, on a priorisé les objectifs de décarbonation sur notre flotte en propre, qui est relativement conséquente, parce que aussi on peut en mesurer plus précisément, plus facilement, tout ce qui est TCO et le mix énergétique, ce qui n'est pas forcément le cas de nos panels de transporteurs qui sont déjà en sous-capacité d'investissement et qui ont besoin de leurs clients pour les accompagner. Et là, on n'est pas les mieux placés financièrement pour le faire. Alors, on se retrouve, nous, dans la liste. Alors, je ne devrais pas le dire au Top Transport, mais nous, les critères, c'est vraiment le service, la qualité et le tarif, ensuite. Et depuis 2 ans, on a un gros projet de décarbonation. Donc, en 4e, on va avoir la partie réduction de CO2. Donc, pour ce faire, on travaille avec on choisit nos partenaires. On travaille vraiment avec des transporteurs en mode partenariat. On a entre autres, grâce à ça, pu faire une belle réalisation avec Fret 21, puisqu'on s'est embarqué dans Fret 21 il y a 3 ans. Et avec tous nos transporteurs, on a réussi à réduire nos émissions de 41% en 3 ans. Donc c'est plutôt grâce à nos transporteurs, et aussi parce que le fait d'avoir ces partenariats fait qu'on est écouté. Alors, on ne travaille pas obligatoirement avec des gros transporteurs, mais avec plutôt un gros transporteur, mais après des grands régionaux qui sont un peu plus flexibles pour justement la mise en place de toutes ces solutions de décarbonation. Donc voilà les critères de choix chez Velux. Et pardon, on n'utilise pas de transporteurs internationaux, mais on les retrouve parfois chez nos commissionnaires, alors qu'on ne souhaite pas, nous, les utiliser, dans le sens où on demande à nos transporteurs des chauffeurs francophones, et ce n'est pas toujours le cas, ce qui pose parfois des problèmes aussi en réception chez nos clients, et de communication et d'image. Oui, moi je voulais ajouter un point, effectivement. À l'inverse de la période, je veux dire 2010 jusqu'à 2015-2016, où il y avait encore une bonne représentativité du pavillon étranger. On va dire que depuis 2016, le pavillon étranger, en relation directe avec des chargeurs, a quasiment disparu. Alors d'une part parce que les entreprises comme les nôtres sont recentrées pour des questions de qualité de service, de relations linguistiques en réception. On est surtout sur une activité, nous, transport domestique et import. Donc on s'est recentré sur le pavillon français. Néanmoins, on voit quand même arriver des transporteurs étrangers chez nous, mais qui sont plutôt pilotés et dans les mains de commissionnaires de tailles différentes, de commissionnaires type moyenne PME ou grand groupe, ou effectivement qui utilisent encore ces transporteurs étrangers comme variable d'ajustement, notamment entre avril et la fin du mois d'août. Donc avec plus ou moins de réussite, puisque depuis la fin 2025, voilà, ces pavillons-là
eux-mêmes sont a priori beaucoup plus compliqués à piloter. D'où peut-être cette répercussion sur la qualité de service qui est jugée par les chargeurs au travers de cette enquête. Allez-y Valérie. Alors, on parle de difficultés économiques largement dans la presse, dans l'actualité, des faibles marges des transporteurs. Bon, traditionnellement, on interroge les chargeurs pour voir quelle est leur perception de la situation financière des transporteurs. Et là, on voit un décrochement net cette année. Alors, on posait spécifiquement la question cette année si vous travaillez en direct avec les transporteurs, alors que les années précédentes, on ne faisait pas cette précision. Donc il y a peut-être un petit biais dans les réponses. Toujours est-il qu'on a 40% des répondants qui indiquent que la situation financière de leur transporteur est fragile, voire très fragile, alors qu'on était à 15% l'année dernière. Donc on voit un décrochage net. Les chargeurs ont vraiment conscience des difficultés économiques. Et bien sûr, c'est un peu la quadrature du cercle, puisque les chargeurs eux-mêmes ont peu de visibilité souvent sur l'évolution de leurs affaires et de leur marché. Alors, on l'a pas mal évoqué, hein, ça a été un peu le fil conducteur de comment est-ce qu'on accompagne les transporteurs, comment vous travaillez avec eux. Si on doit parler d'une logique un peu partenariale, comment est-ce que vous déjà, est-ce que vous constatez aussi ces difficultés, ces inquiétudes, et puis comment vous faites en fait au quotidien pour travailler avec eux, pour développer une logique de partenariat avec ces derniers? Alors, nous, on est inquiets, effectivement. Preuve en est qu'on a travaillé avec les transports, alors on peut dire le nom puisqu'il n'existe plus, mais avec les transports Satra depuis des années. Et en mars, ils ont déposé le bilan. Donc oui, on est inquiets sur l'état financier de nos prestataires. Ça a été très compliqué de switcher. Alors nos autres prestataires ont été hyper actifs, mais effectivement, on sent vraiment des difficultés. Alors nous, on va les accompagner de façon très concrète, en faisant de la facturation à la quinzaine, en les aidant parfois sur les périodes estivales ou le mois de mai, financièrement, pour qu'ils puissent nous apporter le service et continuer à nous apporter le service dans des périodes où ça peut être un peu tendu en termes de rentabilité. On respecte bien sûr tout ce qui est règlement et délai de règlement, voire un petit peu avant, et on va vraiment les accompagner parce que un transporteur qui fait défaut, c'est une catastrophe dans un plan de transport. Et on a vraiment envie, encore une fois, d'avoir des partenaires qui gagnent de l'argent et qui soient efficaces. Alors, je souhaiterais revenir effectivement sur la conscientisation de la santé financière de nos partenaires de transport. Alors effectivement, je vais parler plus pour la partie température dirigée, où effectivement il y a eu un certain nombre de défaillances. Alors nous on en a peu pâti, puisque voilà, on avait décidé de travailler avec des entreprises effectivement que l'on surveille, avec qui on est en échange permanent, ce qui nous permet d'anticiper d'éventuelles difficultés et d'en parler. Néanmoins, le marché de la température dirigée ou de l'alimentaire a vécu des soubresauts, notamment avec la défaillance de certaines grandes enseignes de GMS, hein, comme Casino ou d'autres enseignes qui sont un peu en difficulté et qui mettent en difficulté du coup leurs partenaires de transport, avec des baisses de volume, des changements radicaux dans les plans de transport. Tout ça chamboule du coup l'organisation, mais abat des optimisations, du coup génère des surcoûts, des kilométrages à vide, etc. Donc tout ça vient alimenter la baisse de santé financière des transporteurs. Alors pour faire face à ça, nous, sur notre petit périmètre, on accompagne les entreprises de transport en leur garantissant une régularité des flux, un partenariat. Donc je disais des flux réguliers du 1er janvier au 31 décembre, et leur proposant de la massification en investissant
sur du partenariat, de la vision aussi sur plusieurs années. Donc on est beaucoup plus par rapport à il y a 10 ans sur des accords pluriannuels, voilà, qui apportent de la stabilité dans les plans de transport des entreprises. Ils nous le disent eux-mêmes, hein, ils préfèrent, voilà, les appels d'offres, c'est bien, mais finalement, la discussion des réagrés et de la vision sur long terme, c'est mieux. Certains entreprises de transport, voilà, sont même à dire que, voilà, plutôt que répondre à des appels d'offres avec des fortes demandes de hausse de tarifs, ils préfèrent être plus modérés et s'inscrire dans la construction de plans de transport sur plusieurs années pour avoir des fonds de camions réguliers, voire même en développant la synergie des flux, des contre-flux, en mixant voilà, de la température dirigée dans un sens, des produits secs dans l'autre, voilà, dans la co-construction, en allant vraiment dans de la technique, et puis en massifiant, en investissant sur des clients à forte visibilité, plutôt que d'aller vers une multitude de clients qui finalement seraient volatiles. Alors, on va prendre un peu de hauteur. Maintenant, on demandait aux chargeurs de se repositionner globalement sur leurs enjeux généraux par rapport au transport dans l'entreprise, avant d'aborder les leviers, utiliser un peu les perspectives d'évolution. Alors là encore, hein, sans surprise, le premier enjeu aujourd'hui dans le contexte économique, c'était de contenir, voire de réduire les coûts, ensuite d'améliorer la qualité de service ou de la maintenir, et niveau 3, renforcer la RSE et réduire les impacts environnementaux. Donc là, on voit bien quand même que globalement, même si ce n'est pas complètement un critère de choix prioritaire des prestataires, c'est quand même bien présent dans les enjeux des entreprises. Et puis à peu près à égalité avec les questions de résilience et d'agilité. Voilà, on sait de plus en plus, on est face à des crises, donc il faut savoir réagir rapidement. Le point qui reste toujours en retrait, c'est le fait de proposer des services différenciants aux clients. Donc encore aujourd'hui, malheureusement, la qualité de service, c'est un prérequis, mais on ne fait pas du transport quelque chose qui va apporter de la valeur ajoutée aux clients. Et après cette question, donc on interrogeait sur les leviers que les chargeurs pensaient mettre en œuvre pour optimiser au sens large leur transport routier. Et là, Denis et Marc en ont déjà beaucoup parlé, hein, le levier de renforcer le partenariat avec les transporteurs est cité par 80% des répondants. Donc c'est vraiment, on consolide les acquis, on travaille avec les gens qu'on connaît, on construit des solutions. En deuxième point, on a encore des gisements d'optimisation des taux de chargement, donc on continue à travailler sur les basiques. Et puis dans le contexte d'évolution des besoins, dans le contexte économique, c'est aussi nécessaire, donc en troisième levier cité, de benchmarker les solutions dans des appels d'offres. Donc pas uniquement pour chercher du prix, mais aussi pour chercher des nouvelles solutions, répondre à des nouveaux besoins, quels qu'ils soient. Peut-être on peut noter ici que le fait d'avoir recours à des transporteurs avec des véhicules à énergie alternative est un petit peu moins cité que les années précédentes. C'était seulement un quart. Bon, je me disais que peut-être si on posait la question aujourd'hui avec ce qu'on vit sur le gazole, la réponse aurait changé. Alors là, pareil, hein. Denis, Marc, parmi les enjeux donc, généraux à venir qui ont été cités, quels sont ceux qui sont prioritaires dans vos organisations? Et puis les leviers, vous en avez pas mal parlé. Alors ceux qui ne sont pas activés, parmi ceux qui ne sont pas encore activés, quels sont ceux qui vous parlent dans cette liste? Alors, bon, on ne va pas revenir sur la qualité, on en a déjà pas mal parlé. Par contre, effectivement, la partie CO2, c'est très important et on va aider nos transporteurs pour qu'ils puissent investir ou dans des carburants alternatifs ou dans des choses comme ça, et on va les accompagner aussi parce qu'on a un projet de réduction de CO2 au niveau du groupe Monde qui est très ambitieux, et ça passera aussi par le transport, même si effectivement les usines sont plus émettrices. Et après, on parlait de digitalisation tout à l'heure, donc on va la faire, mais pas obligatoirement dans le transport, mais plutôt en amont. On va essayer de mettre en place un optimisateur de chargement, optimisateur de palettes pour justement aider nos transporteurs à mieux travailler, à optimiser leurs camions.
Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place, ça et le CO2. Denis ? Très clairement, moi j'ai commencé déjà à aborder le sujet tout à l'heure. C'est de proposer des flux plus intéressants. En fait, c'est d'apporter de la massification, c'est d'apporter de la transversalité. Alors, et d'utiliser en fait tous les volumes possibles et tous les leviers d'optimisation pour partager les gains. Le contexte est difficile pour les transporteurs, mais il est aussi pour les chargeurs, notamment dans certains secteurs. Donc, il va falloir partager, investir, prendre des risques, et puis investir avec les transporteurs pour trouver des gains de productivité. Si le levier économique est compliqué et tendu des deux côtés, un client, chargeur et transporteur, il va falloir co-construire des solutions. Alors bien sûr accompagner l'inflation des coûts, mais trouver d'autres leviers pour compenser le delta sur lequel on ne peut pas se rejoindre. Et là, il va falloir être ingénieux, sachant que ça relègue effectivement, on le voit, la partie RSE, enfin diversité des carburants, à la 3e, 4e ou 5e place. On le voit dans l'enquête, les leviers ne sont pas effectivement sur la multiplication des énergies alternatives. Et justement, là, on s'attaque à un gros morceau pour finir. Et oui, puisqu'on parle beaucoup du report modal vers le ferroviaire, vers le fluvial, le combiné rail-route, rail-fleuve, fleuve-route, comme une solution à la fois pour décarboner et puis pour contourner les défis du transport routier, notamment la pénurie de conducteurs, dont on sait que ça va devenir de plus en plus problématique. Alors, il y a une première question qui n'est pas présentée ici, qui demandait aux chargeurs si l'offre de mode alternatif à la route était adaptée. En gros, on a un tiers de répondants qui dit c'est pas ou pas du tout adapté. Un tiers c'est en partie adapté et un tiers qui dit je ne sais pas, avec des variations selon le mode de transport exactement. Et la deuxième donc portait sur les critères qui les amèneraient à développer le report modal, donc des critères externes. Avant tout, on voit qu'on est sur des critères opérationnels, c'est-à-dire la disponibilité et la fiabilité des infrastructures. Ça veut dire aussi des points d'accès au réseau, des plateformes multimodales bien maillées sur tout le territoire. Une amélioration de l'offre, je vais y revenir. Et puis tout ce qui est politique d'État, incitation financière aux chargeurs, la visibilité sur la stratégie de l'État pour développer les modes massifiés. Seulement derrière, interviennent des leviers comme la réglementation. Donc réglementation, ça veut dire des obligations de reporting, par exemple, ou des taxations qui pourraient intervenir sur le transport routier ou les énergies, ou vraiment des questions de politique interne ou d'objectifs de décarbonation. Donc on voit vraiment que les critères indispensables, c'est déjà d'avoir un transport massifié qui fonctionne bien, qui est performant, avant de vouloir mener des politiques plus coercitives, je dirais. Alors si je continue, donc on faisait un petit focus puisque l'offre était le deuxième critère qui devait s'améliorer. On a demandé en quoi elle devait s'améliorer, cette offre. Et là, clairement, vraiment le point qui fâche, on va dire, c'est la fiabilité. C'est-à-dire que la notion de fiabilité est différente en ferroviaire et en fluvial, mais en tout cas, il faut que ces modes-là tiennent leurs promesses et c'est un critère bien devant la compétitivité-prix. Compétitivité et flexibilité, ensuite, on est à peu près au même niveau. Et pour finir, on demandait aux chargeurs ce qu'ils pourraient envisager de changer de leur côté pour permettre le développement de ce report modal, donc les leviers qu'ils pouvaient activer. Là, vous voyez que les résultats sont assez dispersés, donc on proposait différents items et vous avez un pourcentage de répondants qui a cité chaque critère. Donc, le premier qui ressort, néanmoins, c'est la prise en compte du coût du carbone dans les arbitrages entre différents modes de transport. Ce qui veut dire que si à un moment donné on commence à valoriser les externalités, le CO2 du transport routier, certains pourraient le prendre en compte déjà en amont stratégiquement pour faire des choix. On a à peu près un tiers de non applicables, c'est-à-dire des gens qui n'envisagent pas de report modal. Ça fait sans doute écho à ceux qui disaient au début que l'offre n'était pas du tout adaptée.
Et puis ensuite, on a différents leviers. Donc en interne, des leviers assez lourds quand même. Alors soit de pilotage, de se fixer des objectifs, d'arriver à avoir quelqu'un qui projette à haut niveau dans l'entreprise de promouvoir le report modal. Soit des objectifs assez lourds, de revoir le réseau d'approvisionnement, de mutualiser. On sait que beaucoup d'entreprises l'envisagent, mais c'est assez complexe à mettre en œuvre. Et puis au final, on a des leviers qui vont aller chercher des offres de transport, donc renforcer, faire des demandes plus claires à leurs prestataires sur le fait de proposer du report modal, d'aller chercher de nouveaux transporteurs, quand les transporteurs actuels ne font pas actuels. Les points les moins cités, en revanche, effectivement, c'est tout ce qui va toucher à des négociations avec les clients. Donc, on va assez peu chercher à réduire les fréquences de livraison, pas généraliser, mais c'est un levier qu'on ne veut pas trop toucher. Et puis, on ne veut pas trop toucher au département financier non plus, au BFR. Mettre un peu de mou dans les stocks, c'est pas quelque chose qu'on envisage tellement. Donc, on va finir sur ce sujet du report modal. Denis Marc, une fois n'est pas coutume, je vais encore vous demander de me dire, de me donner votre ressenti. Et puis, donc vous, quelle part de multimodal dans vos supply chains respectives, et si c'est un sujet que vous avez pris à bras-le-corps, quel projet en la matière? Alors, chez Velux, les ventes dépendent de l'inclinaison des toits. Alors, je ne vais pas rentrer faire un cours sur les toits, mais dans le nord, les toits sont comme ça, donc on vend beaucoup de fenêtres. À Narbonne, ils sont comme ça, on en vend moins. Donc, quand on veut faire du rail-route, on a des destinations qui vont être Marseille, qui vont être Toulouse, qui vont être Bordeaux. Et c'est pas là qu'on fait le plus gros de nos ventes, puisque nous, c'est plutôt Bretagne, Paris, Normandie et nord de la France. Donc, s'il y a des prestataires qui font la Bretagne en rail-route, au départ du 80, je suis preneur. On a 7 à 8 départs semaine en rail-route. Donc on travaille avec, je vous disais, Bordeaux, Toulouse, Marseille. Nous, on a modifié nos jours fixes de livraison pour ces destinations, puisqu'on ne les fait pas tous les jours. Et on va essayer de les faire 1, 2, 3 fois par semaine pour justement optimiser les livraisons. Donc moi je suis vraiment fan du rail-route, sauf que les capacités en mai-juin sont pas toujours très bonnes et on est obligé de rebasculer sur la route sur certaines périodes de l'année, ce qui est un petit peu déstabilisant et ce qui est compliqué si on a uniquement un prestataire rail-route et pas quelqu'un derrière pour prendre le backup en cas de no-show. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'avec toute cette crise et l'augmentation du gasoil, on n'a pas obligatoirement les capacités à ce moment-là pour basculer sur le rail et éviter un peu nos surcoûts gasoil. Tout à fait, Marc. Moi, j'abonde dans ton sens, dans la mesure où si je pouvais faire 4 fois, 5 fois, 6 fois plus de transport combiné et passer par le rail, on s'en porterait pas plus mal. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un mode de transport qui a déjà nombreuses années, qui est très ancien, et donc depuis très longtemps, on pourrait baisser l'empreinte carbone du transport. Pourtant, nous-mêmes en alimentaire, on a quand même des flux réguliers, que ce soit les grossiers, que ce soit la GMS, et aujourd'hui, à date, on fait très très peu de transport combiné. Pourquoi on en fait très très peu ? Je dirais même qu'on en fait même moins en 2026 qu'on en faisait en 2015. Pourquoi on en fait moins ? Parce que effectivement, la qualité de service n'est pas au rendez-vous. Du moins, elle n'est pas constante. Quand ça va, ça fonctionne très très bien. Et quand ça ne va pas, on ne le voit pas forcément. Parce qu'il y a de plus en plus de reports sur la route. Donc, les opérateurs par lesquels on passe, qui sont des opérateurs, ou plutôt des commissionnaires, qui donc ont une offre à rail-route, mais quand ils font face à des difficultés d'exploitation, alors en fonction des saisons, ils se reportent vers la route. Alors déjà, ça pose des problèmes économiques, parce que du coup, ils se reportent sur la route beaucoup plus souvent qu'ils ne l'avaient prévu. Donc forcément, ils se reportent sur la route avec toutes les contraintes conjoncturelles, économiques, carburant de la route, dont nous avons longuement parlé dans les slides précédentes.
Du coup, le client chargeur, il a en face de lui des opérateurs qui sont un peu perdus, qui maîtrisent mal leur coût de revient. Et du coup, ça crée la construction, la déconstruction de collaboration sur la route. Et voilà, aussi bien, alors moi je parle de juste avant le Covid, il y avait un train historique qui existait en fruits et légumes entre Perpignan et Paris. Pour ceux qui connaissent cette ligne-là, voilà, elle a fonctionné très très bien pendant, je sais pas, 20 ans, 30 ans. Puis bon, c'est arrêté d'un seul coup puisque l'État n'a plus d'argent. Les investissements sont souvent colossaux. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui subsiste, mais vraiment qui tient par le bout d'un fil. Et puis ensuite, il y a des lignes, alors soit qui ne répondent pas aux besoins, soit effectivement qui sont des fois sous-capacitaires à certains moments de l'année, et puis effectivement qui fonctionnent pas très très bien à un autre moment. Donc c'est un peu déceptif, et je parle aussi bien en transport en température ambiante, donc le rail, transport combiné en ambiant, aussi bien qu'en température dirigée. Alors sans parler des produits surgelés, où effectivement, là, à une époque, il y avait même des flux très importants au départ de l'ouest vers le sud-est, qui se sont réduits parce qu'il y a eu des problèmes d'exploitation à un moment donné, il y a eu des pertes de marchandises, etc. Donc le transport combiné, oui, c'est quelque chose de compliqué. Il y a une perte de confiance et un manque de visibilité aussi entre les chargeurs et les solutions, je pense. Et un manque d'offres avec peu de constance dans la qualité de service et aussi dans l'offre économique pour les raisons que j'ai expliquées. Pourtant, ça serait effectivement un bon vecteur de massification, un bon vecteur de baisse de l'empreinte carbone et qui pourrait largement anticiper nos objectifs RSE vis-à-vis de l'électrique, qui tarde à venir pour des questions de coût et d'offres qui n'est pas encore là. Donc voilà, c'est un gros point d'interrogation, le rail route. Si je peux rebondir là-dessus et passer un message un petit peu positif, mais au niveau de la UTF, que ce soit dans les commissions de la UTF ou au travers des programmes Fret 21 ou Remove, on constate vraiment un intérêt soutenu pour ces solutions-là. Simplement, on voit que c'est très variable. La capacité à concrétiser va être très variable selon les implantations géographiques, selon la typologie de flux, les niveaux de service attendus. Donc simplement, je pense que le message qu'on essaye de passer ici, c'est que ce n'est pas une solution magique qui va s'adapter à toutes les situations. En fait, transport, c'est des situations opérationnelles très diverses. Et donc, à chaque situation, sa solution. Donc, dans certains cas, ça va plutôt être du report modal. Dans d'autres, des énergies alternatives pour le transport routier. Dans certains cas, de l'électrique, on espère. Mais voilà, les solutions sont complexes à mettre en œuvre. En tout cas, le message est passé. S'il y a des offreurs de solutions à la matière, vous avez des preneurs. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir déroulé pour nous les résultats de ce baromètre. Merci, Denis et Marc, surtout d'avoir délivré vos analyses, vos témoignages. Il nous reste un peu de temps. Est-ce que certains... Alors, on a vu beaucoup de sujets, hein, c'était assez dense. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent rebondir, poser des questions? Voilà, vous avez quelques minutes pour le faire. Je descends vous voir. N'hésitez pas. C'est bien parce que souvent, il y a des timides. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges. On a parlé beaucoup en ce moment, le monde du transport vit quand même, on peut dire, une crise avec les prix des énergies qui se sont envolés à cause de la guerre au Moyen-Orient. Il faut décarboner, ça on le sait, hein, on dit un peu que la planète brûle. Moi je suis de GRDF, je prône un mix énergétique. Comment vous voyez le projet de loi de transport sur l'électrification et l'obligation des chargeurs d'électrifier une partie des flux? Je vais démarrer. Alors, le projet de loi de transport, globalement, on l'a dit, les chargeurs ont vraiment la volonté de décarboner, donc dans l'absolu, de mettre en place une trajectoire, c'est pas choquant. Après, ce qui serait important, c'est de laisser aux acteurs, je rebondis sur ce que je disais juste avant, en fait, hein, le choix des moyens pour arriver à cette décarbonation. Un des inconvénients de ce projet de loi, il n'y a pas de sanction pour l'instant, mais c'est d'avoir une trajectoire unique qui ne prend pas en compte
ni les spécificités opérationnelles des différents flux dans les différents secteurs d'activité, ni au niveau des entreprises, ni même au niveau des filières, qui ne prend pas en compte les modèles économiques différents. Bon. Alors, ce n'est pas des questions qu'on posait dans cette enquête-là, mais on a fait entre-temps, on est en train de conduire auprès de nos adhérents une autre enquête sur vraiment l'aspect de décarbonation. Et ce qui sort très clairement, c'est que vraiment, ils ont besoin de tous les leviers, en fait, pour décarboner. Donc, c'est un peu les limites de ce projet de loi. Voilà, que par ailleurs on accompagnera. Il y a eu des petites modifications, notamment dans la version qui a été proposée au Sénat, avec la trajectoire d'électrification, plus une composante un peu de report modal, mais il y a beaucoup d'éléments qui restent à préciser dans ce projet de loi. Mais la problématique principale, c'est voilà, beaucoup d'éléments à préciser, et puis une trajectoire unique, ça marche pas, quoi. Si je peux ajouter un mot, effectivement, nos transporteurs nous disent également, bon, on leur parle effectivement des objectifs de décarbonation là, qui vont s'étaler sur plusieurs années de manière croissante, et nous disent, mais au-delà de l'aspect technique, ça va complexifier aussi l'exploitation de leur plan de transport. Il n'y a pas qu'un effet coût, enfin le coût est lié, s'il y a des difficultés d'exploitation, ça engendre des coûts supplémentaires, mais c'est surtout sur l'exploitation même des lignes de transport. Ça va être plus complexe, ne serait-ce que pour les problématiques de rechargement des batteries, etc. Donc il y a un levier possible en coût construction chargeur-transporteur. Nous, bon, bien sûr, on travaille sur notre flotte en propre, sur l'électrification. Et du coup, on se dit, on commence à réfléchir au partage de bornes de recharge. C'est-à-dire, on se dit, voilà, à tel endroit, sur nos sites, on va être obligé d'investir sur des bornes. Bon, est-ce qu'on met des puissances supplémentaires demain pour que les transporteurs qui arrivent chez nous, qui livrent, puissent se recharger? Voilà, c'est le principe des bornes partagées, de louer, enfin du moins de revendre cette prestation de rechargement pour nos transporteurs qui nous livrent, et voilà, ce qui leur permet de se recharger avant de repartir à vide chez nous. Voilà, je pense qu'il y a des... C'est une piste qui semble la plus intéressante pour fluidifier le développement de l'électrification et de pouvoir répondre, nous, à notre objectif d'électrification, et de permettre et de faciliter la vie des transporteurs, c'est-à-dire leur permettre comme si on leur partageait notre cuve à carburant aujourd'hui, quoi, en définitive. Je vais prendre une toute dernière question, puisqu'après, il y a les rendez-vous qui démarrent. Il me semblait que... Monsieur, vous en aviez une, non? Non? Est-ce qu'il y a une dernière question? Eh bien, je vous invite, si vous en avez d'autres, à venir les poser en direct quand vous aurez la possibilité de le faire. Valérie, je vous laisse le mot de la fin. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a un petit espace à UTF juste derrière. Si vous voulez poursuivre la discussion, ce sera avec plaisir. Merci.